L'Assommoir, partie 4, chapitre 4. Ce furent 4 années de dur travail. Dans le quartier, Gervaise et Coupeau étaient un bon ménage, vivant à l'écart, sans batterie, avec un tour de promenade régulier le dimanche, du côté de Saint-Ouen. La femme faisait des journées de 12 heures chez Madame Fauconnier, et trouvait le moyen de tenir son chez elle propre comme un sou, de donner la pâtée à tout son monde, matin et soir. L'homme ne se saoulait pas, rapportait ses quinzaines, fumait une pipe à sa fenêtre avant de se coucher, pour prendre l'air. On les citait à cause de leur gentillesse. Et, comme ils gagnaient à eux deux près de 9 francs par jour, on calculait qu'ils devaient mettre de côté pas mal d'argent. Mais, dans les premiers temps surtout, il leur fallut joliment trimer pour joindre les deux bouts. Leur mariage leur avait mis sur le dos une dette de 200 francs. Puis, ils s'abominaient à l'hôtel Boncoeur. Ils trouvaient ça dégoûtant, plein de sales fréquentations, et ils rêvaient d'être chez eux, avec des meubles à eux, qu'ils soigneraient. 20 fois, ils calculèrent la somme nécessaire. Ça montait, en chiffres ronds, à 350 francs s'ils voulaient tout de suite n'être pas embarrassés pour serrer leurs affaires et avoir sous la main une casserole ou un poêlon quand ils en auraient besoin. Ils désespéraient d'économiser une si grosse somme en moins de 2 années, lorsqu'il leur arriva une bonne chance. Un vieux monsieur de Plassans leur demanda Claude, l'aîné des petits, pour le placer là-bas au collège. Une toquade généreuse d'un original, amateur de tableaux, que des bonshommes barbouillés autrefois par le mioche avaient vivement frappé. Claude leur coûtait déjà les yeux de la tête. Quand ils n'eurent plus à leur charge que le cadet, Étienne, ils amassèrent les 350 francs en 7 mois et demi. Le jour où ils achetèrent leurs meubles, chez un revendeur de la rue Bel-Homme, ils firent, avant de rentrer, une promenade sur les boulevards extérieurs, le cœur gonflé d'une grosse joie. Il y avait un lit, une table de nuit, une commode à dessus de marbre, une armoire, une table ronde avec sa toile cirée, 6 chaises, le tout en vieil acajou, sans compter la literie, du linge, des ustensiles de cuisine presque neufs. C'était pour eux comme une entrée sérieuse et définitive dans la vie, quelque chose qui, en les faisant propriétaires, leur donnait de l'importance au milieu des gens bien posés du quartier. Le choix d'un logement, depuis 2 mois, les occupait. Ils voulurent, avant tout, en louer un dans la grande maison, rue de la Goutte d'Or. Mais pas une chambre n'y était libre. Ils durent renoncer à leur ancien rêve. Pour dire la vérité, Gervaise ne fut pas fâchée, au fond. Le voisinage des Lorilleux, porte à porte, l'effrayait beaucoup. Alors, ils cherchèrent ailleurs. Coupeau, très justement, tenait à ne pas s'éloigner de l'atelier de Madame Fauconnier pour que Gervaise pût, d'un saut, être chez elle à toutes les heures du jour. Et ils eurent enfin une trouvaille, une grande chambre avec un cabinet et une cuisine, rue Neuve de la Goutte d'Or, presque en face de la blanchisseuse. C'était une petite maison à un seul étage, un escalier très raide, en haut duquel il y avait seulement 2 logements, l'un à droite, l'autre à gauche. Le bas se trouvait habité par un loueur de voitures, dont le matériel occupait des hangars dans une vaste cour le long de la rue. La jeune femme, charmée, croyait retourner en province. Pas de voisine, pas de cancan à craindre, un coin de tranquillité qui lui rappelait une ruelle de Plassans, derrière les remparts. Et, pour comble de chance, elle pouvait voir sa fenêtre, de son établi, sans quitter ses fers, en allongeant la tête. L'emménagement eut lieu au terme d'avril. Gervaise était alors enceinte de 8 mois. Mais elle montrait une belle vaillance, disant avec un rire que l'enfant l'aidait lorsqu'elle travaillait. Elle sentait, en elle, ses petites menottes pousser et lui donner des forces. Ah bien, elle recevait joliment Coupeau les jours où il voulait la faire coucher pour se dorloter un peu. Elle se coucherait aux grosses douleurs. Ce serait toujours assez tôt.
car maintenant, avec une bouche de plus, il allait falloir donner un rude coup de collier. Et ce fut elle qui nettoya le logement avant d'aider son mari à mettre les meubles en place. Elle eut une religion pour ces meubles, les essuyant avec des soins maternels, le cœur crevé à la vue de la moindre égratignure. Elle s'arrêtait, saisie, comme si elle se fût tapée elle-même, quand elle les cognait en balayant. La commode surtout lui était chère. Elle la trouvait belle, solide, l'air sérieux. Un rêve dont elle n'osait parler était d'avoir une pendule pour la mettre au beau milieu du marbre où elle aurait produit un effet magnifique. Sans le bébé qui venait, elle se serait peut-être risquée à acheter sa pendule. Enfin, elle renvoyait ça à plus tard, avec un soupir. Le ménage vécut dans l'enchantement de sa nouvelle demeure. Le lit d'Étienne occupait le cabinet, où l'on pouvait encore installer une autre couchette d'enfant. La cuisine était grande comme la main et toute noire, mais en laissant la porte ouverte, on y voyait assez clair. Puis Gervaise n'avait pas à faire des repas de 30 personnes. Il suffisait qu'elle y trouvât la place de son pot-au-feu. Quant à la grande chambre, elle était leur orgueil. Dès le matin, ils fermaient les rideaux de l'alcôve, des rideaux de calicot blanc. Et la chambre se trouvait transformée en salle à manger, avec la table au milieu, l'armoire et la commode en face l'une de l'autre. Comme la cheminée brûlait jusqu'à 15 sous de charbon de terre par jour, il l'avait bouchée. Un petit poêle de fonte, posé sur la plaque de marbre, les chauffait pour 7 sous pendant les grands froids. Ensuite, Coupeau avait orné les murs de son mieux en se promettant des embellissements. Une haute gravure représentant un maréchal de France, caracolant avec son bâton à la main, entre un canon et un tas de boulets, tenait lieu de glace. Au-dessus de la commode, les photographies de la famille étaient rangées sur 2 lignes, à droite et à gauche d'un ancien bénitier de porcelaine dorée, dans lequel on mettait les allumettes. Sur la corniche de l'armoire, un buste de Pascal faisait pendant à un buste de Béranger, l'un grave, l'autre souriant, près du coucou, dont il semblait écouter le tic-tac. C'était vraiment une belle chambre. « Devinez combien nous payons ici ?» demandait Gervaise à chaque visiteur. Et quand on estimait son loyer trop haut, elle triomphait. Elle criait, ravie d'être si bien pour si peu d'argent. 150 francs, pas un liard de plus. Hein ? C'est donné. La rue Neuve de la Goutte d'Or elle-même entrait pour une bonne part dans leur contentement. Gervaise y vivait, allant sans cesse de chez elle chez madame Fauconnier. Coupeau, le soir, descendait maintenant, fumait sa pipe sur le pas de la porte. La rue, sans trottoir, le pavé défoncé, montait. En haut, du côté de la rue de la Goutte d'Or, il y avait des boutiques sombres, aux carreaux sales, des cordonniers, des tonneliers, une épicerie borgne, un marchand de vin en faillite, dont les volets fermés depuis des semaines se couvraient d'affiches. À l'autre bout, vers Paris, des maisons de 4 étages barraient le ciel, occupées à leur rez-de-chaussée par des blanchisseuses, les unes près des autres, en tas. Seule une devanture de perruquier de petite ville, peinte en vert, toute pleine de flacons aux couleurs tendres, égayait ce coin d'ombre du vif éclair de ses plats de cuivre, tenus très propres. Mais la gaieté de la rue se trouvait au milieu, à l'endroit où les constructions, en devenant plus rares et plus basses, laissaient descendre l'air et le soleil. Les hangars du loueur de voitures, l'établissement voisin où l'on fabriquait de l'eau de Seltz, le lavoir, en face, élargissaient un vaste espace libre, silencieux, dans lequel les voix étouffées des laveuses et l'haleine régulière de la machine à vapeur semblaient grandir encore le recueillement. Des terrains profonds, des allées s'enfonçant entre des murs noirs, mettaient là un village. Et Coupeau, amusé par les rares passants qui enjambaient le ruissellement continu des eaux savonneuses, disait se souvenir d'un pays où l'avait conduit un de ses oncles, à l'âge de 5 ans. La joie de Gervaise était, à gauche de sa fenêtre, un arbre planté dans une cour,
un acacia allongeant une seule de ses branches et dont la maigre verdure suffisait au charme de toute la rue. Ce fut le dernier jour d'avril que la jeune femme accoucha. Les douleurs la prirent l'après-midi, vers 4 heures, comme elle repassait une paire de rideaux chez madame Fauconnier. Elle ne voulut pas s'en aller tout de suite, restant là à se tortiller sur une chaise, donnant un coup de fer quand ça se calmait un peu. Les rideaux pressaient, elle s'entêtait à les finir. Puis, ça n'était peut-être qu'une colique, il ne fallait pas s'écouter pour un mal de ventre. Mais, comme elle parlait de se mettre à des chemises d'homme, elle devint blanche. Elle dut quitter l'atelier, traverser la rue, courbée en deux, se tenant au mur. Une ouvrière offrait de l'accompagner. Elle refusa, elle la pria seulement de passer chez la sage-femme, à côté, rue de la Charbonnière. Le feu n'était pas à la maison, bien sûr. Elle en avait sans doute pour toute la nuit. Ça n'allait pas l'empêcher, en rentrant, de préparer le dîner de Coupeau. Ensuite, elle verrait à se jeter un instant sur le lit, sans même se déshabiller. Dans l'escalier, elle fut prise d'une telle crise qu'elle dut s'asseoir au beau milieu des marches, et elle serrait ses 2 poings sur sa bouche pour ne pas crier, parce qu'elle éprouvait une honte à être trouvée là par des hommes, s'il en montait. La douleur passa. Elle put ouvrir sa porte, soulagée, pensant décidément s'être trompée. Elle faisait, ce soir-là, un ragoût de mouton avec des os de côtelettes. Tout marcha encore bien pendant qu'elle pelurait ses pommes de terre. Les os de côtelettes revenaient dans un poêlon quand les sueurs et les tranchées reparurent. Elle tourna son roux en piétinant devant le fourneau, aveuglée par de grosses larmes. Si elle accouchait, n'est-ce pas? Ce n'était point une raison pour laisser Coupeau sans manger. Enfin, le ragoût mijota sur un feu couvert de cendres. Elle revint dans la chambre, crut avoir le temps de mettre un couvert à un bout de la table, et il lui fallut reposer bien vite le litre de vin. Elle n'eut plus la force d'arriver au lit, elle tomba et accoucha par terre, sur un paillasson. Lorsque la sage-femme arriva, un quart d'heure plus tard, ce fut là qu'elle la délivra. Le zingueur travaillait toujours à l'hôpital. Gervaise défendit d'aller le déranger. Quand il rentra, à 7 heures, il la trouva couchée, bien enveloppée, très pâle sur l'oreiller. L'enfant pleurait, emmailloté dans un châle, au pied de la mère. « Ah, ma pauvre femme !» dit Coupeau en embrassant Gervaise. « Et moi qui rigolais, il n'y a pas une heure, pendant que tu criais au petit pâté. Dis donc, tu n'es pas embarrassée. Tu vous lâches ça, le temps d'éternuer. » Elle eut un faible sourire. Puis elle murmura. « C'est une fille. » « Juste, » reprit le zingueur, blaguant pour la remettre. « J'avais commandé une fille. Hein ? Me voilà servi. Tu fais donc tout ce que je veux. » Et, prenant l'enfant, il continua. « Qu'on vous voit un peu, mademoiselle Souillon. Vous avez une petite frimousse bien noire. Ça blanchira, n'ayez pas peur. Il faudra être sage, ne pas faire la gourgandine, grandir raisonnable, comme papa et maman. » Gervaise, très sérieuse, regardait sa fille, les yeux grands ouverts, lentement assombris d'une tristesse. Elle hocha la tête. Elle aurait voulu un garçon, parce que les garçons se débrouillent toujours et ne courent pas tant de risques dans ce Paris. La sage-femme dut enlever le poupon des mains de Coupeau. Elle défendit aussi à Gervaise de parler. C'était déjà mauvais qu'on fît tant de bruit autour d'elle. Alors, le zingueur dit qu'il fallait prévenir maman Coupeau et les Lorilleux. Mais il crevait de faim. Il voulait dîner auparavant. Ce fut un gros ennui pour la coucher de le voir se servir lui-même, courir à la cuisine chercher le ragoût, manger dans une assiette creuse, ne pas trouver le pain. Malgré la défense, elle se lamentait, se tournait entre les draps. Aussi, c'était bien bête de n'avoir pas pu mettre la table. La colique l'avait assise par terre comme un coup de bâton. Son pauvre homme lui en voudrait d'être là à se dorloter quand il mangeait si mal. Les pommes de terre étaient-elles assez cuites au moins? Elle ne se rappelait plus si elle les avait salées. « Taisez-vous donc !» cria la sage-femme. « Ah, quand vous l'empêcherez de se miner, par exemple, dit Coupeau, la bouche pleine. Si vous n'étiez pas là, je parie qu'elle se lèverait pour me couper mon pain.
Tiens-toi donc sur le dos, grosse dinde. Faut pas te démolir, autrement tu en as pour 15 jours à te remettre sur tes pattes. Il est très bon, ton ragoût. Madame va en manger avec moi, n'est-ce pas, madame ?» La sage-femme refusa, mais elle voulut bien boire un verre de vin parce que ça l'avait émotionnée, disait-elle, de trouver la malheureuse femme avec le bébé sur le paillasson. Coupeau partit enfin pour annoncer la nouvelle à la famille. Une demi-heure plus tard, il revint avec tout le monde, maman Coupeau, les Lorilleux, madame Lerat, qu'il avait justement rencontrée chez ces derniers. Les Lorilleux, devant la prospérité du ménage, étaient devenus très aimables, faisaient un éloge outré de Gervaise en laissant échapper de petits gestes restrictifs, des hochements de menton, des battements de paupières, comme pour ajourner leur vrai jugement. Enfin, ils savaient ce qu'ils savaient. Seulement, ils ne voulaient pas aller contre l'opinion de tout le quartier. « Je t'amène la séquelle, » cria Coupeau. « Tant pis, ils ont voulu te voir. N'ouvre pas le bec, ça t'est défendu. Ils resteront là à te regarder tranquillement sans se formaliser, n'est-ce pas? Moi, je vais leur faire du café, et du chouette. » Il disparut dans la cuisine. Maman Coupeau, après avoir embrassé Gervaise, s'émerveillait de la grosseur de l'enfant. Les deux autres femmes avaient également appliqué de gros baisers sur les joues de la couchée, et toutes trois, debout devant le lit, commentaient, en s'exclamant, les détails des couches, de drôles de couches, une dent à arracher, pas davantage. Madame Lerat examinait la petite partout, la déclarait bien conformée, ajoutait même, avec intention, que ça ferait une fameuse femme, et, comme elle lui trouvait la tête trop pointue, elle la pétrissait légèrement, malgré ses cris, afin de l'arrondir. Madame Lorilleux lui arracha le bébé en se fâchant. Ça suffisait pour donner tous les vices à une créature de la tripoter ainsi, quand elle avait le crâne si tendre. Puis elle chercha la ressemblance. On manqua se disputer. Lorilleux, qui allongeait le cou derrière les femmes, répétait que la petite n'avait rien de Coupeau. Un peu le nez, peut-être, et encore. C'était toute sa mère, avec des yeux d'ailleurs. Pour sûr, ces yeux-là ne venaient pas de la famille. Cependant, Coupeau ne reparaissait plus. On l'entendait, dans la cuisine, se battre avec le fourneau et la cafetière. Gervaise se tournait les sangs. Ce n'était pas l'occupation d'un homme de faire du café. Et elle lui criait comment il devait s'y prendre, sans écouter les chut énergiques de la sage-femme. « Enlevez le baluchon, » dit Coupeau, qui rentra, la cafetière à la main. « Hein ? Est-elle assez canulante ? Il faut qu'elle se cauchemarde. Nous allons boire ça dans les verres, n'est-ce pas ? Parce que, voyez-vous, les tasses sont restées chez le marchand. » On s'assit autour de la table, et le zingueur voulut verser le café lui-même. Il sentait joliment fort, ce n'était pas de la roupie de Sansonnet. Quand la sage-femme eut siroté son verre, elle s'en alla. Tout marchait bien, on n'avait plus besoin d'elle. Si la nuit n'était pas bonne, on l'enverrait chercher le lendemain. Elle descendait encore l'escalier, que madame Lorilleux la traita de licheuse et de propre à rien. Ça se mettait 4 morceaux de sucre dans son café, ça se faisait donner des 15 francs pour vous laisser accoucher toute seule. Mais Coupeau la défendait. Il allongerait les 15 francs de bon cœur. Après tout, ces femmes-là passaient leur jeunesse à étudier. Elles avaient raison de demander cher. Ensuite, Lorilleux se disputa avec madame Lerat, lui prétendait que, pour avoir un garçon, il fallait tourner la tête de son lit vers le nord, tandis qu'elle haussait les épaules, traitant ça d'enfantillage, donnant une autre recette, qui consistait à cacher sous le matelas, sans le dire à sa femme, une poignée d'orties fraîches, cueillies au soleil. On avait poussé la table près du lit. Jusqu'à 10 heures, Gervaise, prise peu à peu d'une fatigue immense, resta souriante et stupide, la tête tournée sur l'oreiller. Elle voyait, elle entendait, mais elle ne trouvait plus la force de hasarder un geste ni une parole. Il lui semblait être morte, d'une mort très douce, du fond de laquelle elle était heureuse de regarder les autres vivre. Par moments, un vagissement de la petite montait au milieu des grosses voix, des réflexions interminables sur un assassinat commis la veille rue du Bonpuits à l'autre bout de la chapelle.
Puis, comme la société songeait au départ, on parla du baptême. Les Lorilleux avaient accepté d'être parrain et marraine. En arrière, ils rechignaient. Pourtant, si le ménage ne s'était pas adressé à eux, ils auraient fait une drôle de figure. Coupeau ne voyait guère la nécessité de baptiser la petite. Ça ne lui donnerait pas 10 000 livres de rente, bien sûr. Et encore, ça risquait de l'enrhumer. Moins on avait affaire au curé, mieux ça valait. Mais madame Coupeau le traitait de païen. Les Lorilleux, sans aller manger le bon Dieu dans les églises, se piquaient d'avoir de la religion. « Ce sera pour dimanche, si vous voulez, » dit le chéniste. Et Gervaise, ayant consenti d'un signe de tête, tout le monde l'embrassa en lui recommandant de se bien porter. On dit adieu aussi au bébé. Chacun vint se pencher sur ce pauvre petit corps frissonnant, avec des risettes, des mots de tendresse, comme s'il avait pu comprendre. On l'appelait Nana, la caresse du nom d'Anna que portait sa marraine. « Bonsoir, Nana. Allons, Nana, soyez belle fille. » Quand ils furent enfin partis, Coupeau mit sa chaîne tout contre le lit et acheva sa pipe en tenant dans la sienne la main de Gervaise. Il fumait lentement, lâchant des phrases entre deux bouffées, très ému. « Hein, ma vieille, ils t'ont cassé la tête. Tu comprends, je n'ai pas pu les empêcher de venir. Après tout, ça prouve leur amitié. Mais, n'est-ce pas, on est mieux seul. Moi, j'avais besoin d'être un peu seul, comme ça, avec toi. La soirée m'a paru d'un long. Cette pauvre poule, elle a eu bien du bobo. Ces crapoussins-là, quand ça vient au monde, ça ne se doute guère du mal que ça fait. Vrai, ça doit être comme si on vous ouvrait les reins. Où est-il le bobo, que je l'embrasse ?» Il lui avait glissé délicatement sous le dos une de ses grosses mains, et il l'attirait, il lui baisait le ventre à travers le drap, pris d'un attendrissement d'homme rude pour cette fécondité endolorie encore. Il demandait s'il ne lui faisait pas du mal. Il aurait voulu la guérir en soufflant dessus. Et Gervaise était bien heureuse. Elle lui jurait qu'elle ne souffrait plus du tout. Elle songeait seulement à se relever le plus tôt possible, parce qu'il ne fallait pas se croiser les bras maintenant. Mais lui la rassurait. Est-ce qu'il ne se chargeait pas de gagner la pâtée de la petite ? Il serait un grand lâche si jamais il lui laissait cette gamine sur le dos. Ça ne lui semblait pas malin de savoir faire un enfant. Le mérite, pas vrai, c'était de le nourrir. Coupeau, cette nuit-là, ne dormit guère. Il avait couvert le feu du poêle. Toutes les heures, il dut se relever pour donner au bébé des cuillerées d'eau sucrée tiède. Ça ne l'empêcha pas de partir le matin au travail comme à son habitude. Il profita même de l'heure de son déjeuner, alla à la mairie faire sa déclaration. Pendant ce temps, madame Boche, prévenue, était accourue passer la journée auprès de Gervaise. Mais celle-ci, après 10 heures de profond sommeil, se lamentait, disait déjà se sentir toute courbaturée de garder le lit. Elle tomberait malade si on ne la laissait pas se lever. Le soir, quand Coupeau revint, elle lui conta ses tourments. Sans doute, elle avait confiance en madame Boche. Seulement, ça la mettait hors d'elle de voir une étrangère s'installer dans sa chambre, ouvrir les tiroirs, toucher à ses affaires. Le lendemain, la concierge, en revenant d'une commission, la trouva debout, habillée, balayant et s'occupant du dîner de son mari. Et jamais elle ne voulut se recoucher. On se moquait d'elle, peut-être. C'était bon pour les dames d'avoir l'air d'être cassées. Lorsqu'on n'était pas riche, on n'avait pas le temps. 3 jours après ses couches, elle repassait des jupons chez madame Fauconnier, tapant ses fers, mise en sueur par la grosse chaleur du fourneau. Dès le samedi soir, madame Lorilleux apporta ses cadeaux de marraine. Un bonnet de 35 sous et une robe de baptême, plissée et garnie d'une petite dentelle qu'elle avait eue pour 6 francs parce qu'elle était défraîchie. Le lendemain, Lorilleux, comme parrain, donna à l'accouchée 6 livres de sucre. Il faisait les choses proprement. Même le soir, au repas qui eut lieu chez les Coupeau, ils ne se présentèrent point les mains vides. Le mari arriva avec 1 litre de vin cacheté sous chaque bras,
tandis que la femme tenait un large flan acheté chez un pâtissier de la chaussée Clignancourt, très en renom. Seulement, les Lorilleux allèrent raconter leur largesse dans tout le quartier. Ils avaient dépensé près de 20 francs. Gervaise, en apprenant leur commérage, resta suffoquée et ne leur tint plus aucun compte de leurs bonnes manières. Ce fut à ce dîner de baptême que les Coupeau achevèrent de se lier étroitement avec les voisins du palier. L'autre logement de la petite maison était occupé par 2 personnes, la mère et le fils, les Goujet, comme on les appelait. Jusque-là, on s'était salué dans l'escalier et dans la rue, rien de plus. Les voisins semblaient un peu ours. Puis, la mère lui ayant monté un seau d'eau le lendemain de ses couches, Gervaise avait jugé convenable de les inviter au repas, d'autant plus qu'elle les trouvait très bien. Et là, naturellement, on avait fait connaissance. Les Goujet étaient du département du Nord. La mère raccommodait les dentelles. Le fils, forgeron de son état, travaillait dans une fabrique de boulons. Ils occupaient l'autre logement du palier depuis 5 ans. Derrière la paix muette de leur vie se cachait tout un chagrin ancien. Le père Goujet, un jour d'ivresse furieuse, à Lille, avait assommé un camarade à coups de barre de fer, puis s'était étranglé dans sa prison avec son mouchoir. La veuve et l'enfant, venus à Paris après leur malheur, sentaient toujours ce drame sur leur tête, le rachetaient par une honnêteté stricte, une douceur et un courage inaltérables. Même il se mêlait un peu de fierté dans leur cas, car ils finissaient par se voir meilleurs que les autres. Madame Goujet, toujours vêtue de noir, le front encadré d'une coiffe monacale, avait une face blanche et reposée de matrone, comme si la pâleur des dentelles, le travail minutieux de ses doigts, lui donnait un reflet de sérénité. Goujet était un colosse de 23 ans, superbe, le visage rose, les yeux bleus, d'une force herculéenne. À l'atelier, les camarades l'appelaient la gueule d'or, à cause de sa belle barbe jaune. Gervaise se sentit tout de suite prise d'une grande amitié pour ces gens. Quand elle pénétra la première fois chez eux, elle resta émerveillée de la propreté du logis. Il n'y avait pas à dire, on pouvait souffler partout, pas un grain de poussière ne s'envolait. Et le carreau luisait d'une clarté de glace. Madame Goujet la fit entrer dans la chambre de son fils pour voir. C'était gentil et blanc comme dans la chambre d'une fille. Un petit lit de fer garni de rideaux de mousseline, une table, une toilette, une étroite bibliothèque pendue au mur. Puis des images du haut en bas, des bonshommes découpés, des gravures coloriées fixées à l'aide de 4 clous, des portraits de toutes sortes de personnages détachés des journaux illustrés. Madame Goujet disait, avec un sourire, que son fils était un grand enfant. Le soir, la lecture le fatiguait. Alors, il s'amusait à regarder ces images. Gervaise s'oublia 1 heure près de sa voisine, qui s'était remise à son tambour devant une fenêtre. Elle s'intéressait aux centaines d'épingles attachant la dentelle, heureuse d'être là, respirant la bonne odeur de propreté du logement où cette besogne délicate mettait un silence recueilli. Les Goujet gagnaient encore à être fréquentés. Ils faisaient de grosses journées et plaçaient plus du quart de leur quinzaine à la caisse d'épargne. Dans le quartier, on les saluait, on parlait de leurs économies. Goujet n'avait jamais un trou, sortait avec des bourgerons propres, sans une tache. Il était très poli, même un peu timide, malgré ses larges épaules. Les blanchisseuses du bout de la rue s'égayaient à le voir baisser le nez quand il passait. Il n'aimait pas leurs gros mots, trouvait ça dégoûtant que des femmes eussent sans cesse des saletés à la bouche. Un jour, pourtant, il était rentré gris. Alors, madame Goujet, pour tout reproche, l'avait mis en face d'un portrait de son père, une mauvaise peinture cachée pieusement au fond de la commode. Et depuis cette leçon, Goujet ne buvait plus qu'à sa suffisance, sans haine pourtant contre le vin, car le vin est nécessaire à l'ouvrier. Le dimanche, il sortait avec sa mère, à laquelle il donnait le bras. Le plus souvent, il la menait du côté de Vincennes. D'autres fois, il la conduisait au théâtre. Sa mère restait sa passion. Il lui parlait encore comme s'il était tout petit.
La tête carrée, la chair alourdie par le rude travail du marteau, il tenait des grosses bêtes, dures d'intelligence, bons tout de même. Les premiers jours, Gervaise le gêna beaucoup. Puis, en quelques semaines, il s'habitua à elle. Il la guettait pour lui monter ses paquets, la traitait en sœur avec une brusque familiarité, découpant des images à son intention. Cependant, un matin, ayant tourné la clé sans frapper, il la surprit à moitié nue, se lavant le cou. Et, de 8 jours, il ne la regarda pas en face, si bien qu'il finissait par la faire rougir elle-même. Cadet Cassis, avec son bagout parisien, trouvait la gueule d'or bêta. C'était bien de ne pas licher, de ne pas souffler dans le nez des filles sur les trottoirs. Mais il fallait pourtant qu'un homme fût un homme, sans quoi autant valait-il tout de suite porter des jupons. Il le blaguait devant Gervaise, en l'accusant de faire de l'œil à toutes les femmes du quartier. Et ce tambour-major de Goujet se défendait violemment. Ça n'empêchait pas les 2 ouvriers d'être camarades. Ils s'appelaient le matin, partaient ensemble, buvaient parfois un verre de bière avant de rentrer. Depuis le dîner du baptême, ils se tutoyaient, parce que dire toujours « vous », ça allonge les phrases. Leur amitié en restait là, quand la gueule d'or rendit à Cadet Cassis un fier service, un de ces services signalés dont on se souvient la vie entière. C'était au décembre. Le zingueur, par rigolade, avait eu la belle idée de descendre voir l'émeute. Il se fichait pas mal de la République, du Bonaparte et de tout le tremblement. Seulement, il adorait la poudre, les coups de fusil lui semblaient drôles. Et il allait très bien être pincé derrière une barricade si le forgeron ne s'était rencontré là, juste à point pour le protéger de son grand corps et l'aider à filer. Goujet, en remontant la rue du faubourg Poissonnière, marchait vite, la figure grave. Lui s'occupait de politique, était républicain, sagement, au nom de la justice et du bonheur de tous. Cependant, il n'avait pas fait le coup de fusil, et il donnait ses raisons. Le peuple se lassait de payer aux bourgeois les marrons qu'il tirait des cendres, en se brûlant les pattes. Février et juin étaient de fameuses leçons. Aussi, désormais, les faubourgs laisseraient-ils la ville s'arranger comme elle l'entendrait. Puis, arrivé sur la hauteur, rue des Poissonniers, il avait tourné la tête, regardant Paris. On bâclait tout de même là-bas de la fichue besogne. Le peuple, un jour, pourrait se repentir de s'être croisé les bras. Mais Coupeau ricanait, appelait trop bêtes les ânes qui risquaient leur peau, à la seule fin de conserver leurs 25 francs aux sacrés fainéants de la chambre. Le soir, les Coupeaux invitèrent les Goujet à dîner. Au dessert, Cadet Cassis et la gueule d'or se posèrent chacun 2 gros baisers sur les joues. Maintenant, c'était à la vie, à la mort. Pendant 3 années, la vie des 2 familles coula, aux 2 côtés du palier, sans un événement. Gervaise avait élevé la petite, en trouvant moyen de perdre, au plus, 2 jours de travail par semaine. Elle devenait une bonne ouvrière de fin, gagnait jusqu'à 3 francs. Aussi s'était-elle décidée à mettre Étienne, qui allait sur ses 8 ans, dans une petite pension de la rue de Chartres, où elle payait 100 sous. Le ménage, malgré la charge des 2 enfants, plaçait des 20 francs et des 30 francs chaque mois à la caisse d'épargne. Quand leurs économies atteignirent la somme de 600 francs, la jeune femme ne dormit plus, obsédée d'un rêve d'ambition. Elle voulait s'établir, louer une petite boutique, prendre à son tour des ouvrières. Elle avait tout calculé. Au bout de 20 ans, si le travail marchait, ils pourraient avoir une rente, qu'ils iraient manger quelque part, à la campagne. Pourtant, elle n'osait se risquer. Elle disait chercher une boutique pour se donner le temps de la réflexion. L'argent ne craignait rien à la caisse d'épargne. Au contraire, il faisait des petits. En 3 années, elle avait contenté une seule de ses envies. Elle s'était acheté une pendule. Encore, cette pendule, une pendule de palissandre, à colonne torse, à balancier de cuivre doré, devait-elle être payée en 1 an, par acompte de 20 sous tous les lundis. Elle se fâchait lorsque Coupeau parlait de la montée. Elle seule enlevait le globe et essuyait les colonnes avec religion,
comme si le marbre de sa commode s'était transformé en chapelle. Sous le globe, derrière la pendule, elle cachait le livret de la caisse d'épargne. Et souvent, quand elle rêvait à sa boutique, elle s'oubliait là, devant le cadran, à regarder fixement tourner les aiguilles, ayant l'air d'attendre quelques minutes particulières et solennelles pour se décider. Les Coupeau sortaient presque tous les dimanches avec les Goujet. C'étaient des parties gentilles, une friture à Saint-Ouen ou un lapin à Vincennes, mangé sans épates, sous le bosquet d'un traiteur. Les hommes buvaient à leur soif, revenaient sains comme l'œil, en donnant le bras aux dames. Le soir, avant de se coucher, les deux ménages comptaient, partageaient la dépense par moitié. Et jamais un sou en plus ou en moins ne soulevait une discussion. Les Lorilleux étaient jaloux des Goujet. Ça leur paraissait drôle, tout de même, de voir Cadet Cassis et la Bamban d'aller sans cesse avec des étrangers quand ils avaient une famille. Ah bien, oui, ils s'en souciaient comme d'une guigne de leur famille. Depuis qu'ils avaient 4 sous de côté, ils faisaient joliment leur tête. Madame Lorilleux, très vexée de voir son frère lui échapper, recommençait à vomir des injures contre Gervaise. Madame Lerat, au contraire, prenait parti pour la jeune femme, la défendait en racontant des contes extraordinaires, des tentatives de séduction, le soir, sur le boulevard, dont elle la montrait sortant en héroïne de drame, flanquant une paire de claques à ses lâches agresseurs. Quant à madame Coupeau, elle tâchait de raccommoder tout le monde, de se faire bien venir de tous ses enfants. Sa vue baissait de plus en plus. Elle n'avait plus qu'un ménage, elle était contente de trouver 100 sous chez les uns et chez les autres. Le jour même où Nana prenait ses 3 ans, Coupeau, en rentrant le soir, trouva Gervaise bouleversée. Elle refusait de parler, elle n'avait rien du tout, disait-elle. Mais, comme elle mettait la table à l'envers, s'arrêtant avec les assiettes pour tomber dans de grosses réflexions, son mari voulut absolument savoir. « Eh bien, voilà », finit-elle par avouer. « La boutique du Petit Mercier, rue de la Goutte d'Or, est à louer. J'ai vu ça il y a 1 heure en allant acheter du fil. Ça m'a donné un coup. » C'était une boutique très propre, juste dans la grande maison où il rêvait d'habiter autrefois. Il y avait la boutique, une arrière-boutique avec 2 autres chambres à droite et à gauche. Enfin, ce qu'il leur fallait, les pièces un peu petites mais bien distribuées. Seulement, elle trouvait ça trop cher. Le propriétaire parlait de 500 francs. « Tu as donc visité et demandé le prix ?» dit Coupeau. « Oh, tu sais, par curiosité, » répondit-elle en affectant un air d'indifférence. « On cherche, on entre à tous les écriteaux, ça n'engage à rien. Mais celle-là est trop chère, décidément. Puis ce serait peut-être une bêtise de m'établir. » Cependant, après le dîner, elle revint à la boutique du Mercier. Elle dessina les lieux sur la marge d'un journal, et, peu à peu, elle en causait, mesurait les coins, arrangeait les pièces, comme si elle avait dû, dès le lendemain, y caser ses meubles. Alors, Coupeau la poussa à louer, en voyant sa grande envie. Pour sûr, elle ne trouverait rien de propre à moins de 500 francs. D'ailleurs, on obtiendrait peut-être une diminution. La seule chose ennuyeuse, c'était d'aller habiter la maison des Lorilleux, qu'elle ne pouvait pas souffrir. Mais elle se fâcha, elle ne détestait personne. Dans le feu de son désir, elle défendit même les Lorilleux. Ils n'étaient pas méchants au fond, on s'entendrait très bien. Et quand ils furent couchés, Coupeau dormait déjà qu'elle continuait ses aménagements intérieurs, sans avoir pourtant, d'une façon nette, consenti à louer. Le lendemain, restée seule, elle ne put résister au besoin d'enlever le globe de la pendule et de regarder le livret de la caisse d'épargne. Dire que sa boutique était là-dedans, dans ses feuillets salis de vilaines écritures. Avant d'aller au travail, elle consulta madame Goujet, qui approuva beaucoup son projet de s'établir. Avec un homme comme le sien, bon sujet, ne buvant pas, elle était certaine de faire ses affaires et de ne pas être mangée. Au déjeuner, elle monta même chez les Lorilleux pour avoir leur avis. Elle désirait ne pas paraître se cacher de la famille.
Madame Lorilleux resta saisie. Comment ? La Bamban allait avoir une boutique à cette heure ? Et le cœur crevé, elle balbutia. Elle dut se montrer très contente. Sans doute, la boutique était commode. Gervaise avait raison de la prendre. Pourtant, lorsqu'elle se fut un peu remise, elle et son mari parlèrent de l'humidité de la cour, du jour triste des pièces du rez-de-chaussée. Oh, c'était un bon coin pour les rhumatismes. Enfin, si elle était décidée à louer, n'est-ce pas ? Leurs observations, bien certainement, ne l'empêcheraient pas de louer. Le soir, Gervaise avouait franchement en riant qu'elle en serait tombée malade si on l'avait empêchée d'avoir la boutique. Toutefois, avant de dire « c'est fait », elle voulait emmener Coupeau voir les lieux et tâcher d'obtenir une diminution sur le loyer. « Alors, demain, si ça te plaît, » dit son mari. « Tu viendras me prendre vers 6 heures à la maison où je travaille, rue de la Nation, et nous passerons rue de la Goutte d'Or en rentrant. » Coupeau terminait alors la toiture d'une maison neuve, à 3 étages. Ce jour-là, il devait justement poser les dernières feuilles de zinc. Comme le toit était presque plat, il y avait installé son établi, un large volet sur 2 tréteaux. Un beau soleil de mai se couchait, dorant les cheminées. Et, tout là-haut, dans le ciel clair, l'ouvrier taillait tranquillement son zinc à coups de cisaille, penché sur l'établi, pareil à un tailleur coupant chez lui une paire de culottes. Contre le mur de la maison voisine, son aide, un gamin de 17 ans, fluet et blond, entretenait le feu du réchaud en manœuvrant un énorme soufflet dont chaque haleine faisait envoler un pétillement d'étincelles. « Hé, Zidore, mets les fers !» cria Coupeau. L'aide enfonça les fers à souder au milieu de la braise, d'un rose pâle dans le plein jour. Puis il se remit à souffler. Coupeau tenait la dernière feuille de zinc. Elle restait à poser au bord du toit, près de la gouttière. Là, il y avait une brusque pente, et le trou béant de la rue se creusait. Le zingueur, comme chez lui, en chaussons de lisière, s'avança, traînant les pieds, sifflotant l'air d'oer les petits agneaux. Arrivé devant le trou, il se laissa couler, s'arc-bouta d'un genou contre la maçonnerie d'une cheminée, resta à moitié chemin du pavé. Une de ses jambes pendait. Quand il se renversait pour appeler cette couleuvre de Zidore, il se rattrapait à un coin de la maçonnerie à cause du trottoir, là-bas, sous lui. « Sacré lambin, va, donne donc les fers, quand tu regarderas en l'air, bougre déflanqué. Les alouettes ne te tomberont pas toutes rôties. » Mais Zidore ne se pressait pas. Il s'intéressait au toit voisin, à une grosse fumée qui montait au fond de Paris, du côté de Grenelle. Ça pouvait bien être un incendie. Pourtant, il vint se mettre à plat ventre, la tête au-dessus du trou, et il passa les fers à Coupeau. Alors, celui-ci commença à souder la feuille. Il s'accroupissait, s'allongeait, trouvant toujours son équilibre, assis d'une fesse, perché sur la pointe d'un pied, retenu par un doigt. Il avait un sacré aplomb, un toupet du tonnerre, familier, bravant le danger. Ça le connaissait. C'était la rue qui avait peur de lui. Comme il ne lâchait pas sa pipe, il se tournait de temps à autre, il crachait paisiblement dans la rue. « Tiens, Madame Boche !» cria-t-il tout d'un coup. « Ohé, Madame Boche !» Et il venait d'apercevoir la concierge traversant la chaussée. Elle leva la tête, le reconnut, et une conversation s'engagea du toit au trottoir. Elle cachait ses mains sous son tablier, le nez en l'air. Lui, debout maintenant, son bras gauche passé autour d'un tuyau, se penchait. « Vous n'avez pas vu ma femme ?» demanda-t-il. « Non, bien sûr, » répondit la concierge. « Elle est par ici ?»« Elle doit venir me prendre. »« Et l'on se porte bien chez vous ?»« Mais oui, merci. C'est moi la plus malade, vous voyez. Je vais chausser Clignancourt chercher un petit gigot. Le boucher, près du Moulin Rouge, ne le vend que 16 sous. » Ils haussaient la voix, parce qu'une voiture passait. Dans la rue de la Nation, large, déserte, leurs paroles lancées à toute volée
avait seulement fait mettre à sa fenêtre une petite vieille. Et cette vieille restait là, accoudée, se donnant la distraction d'une grosse émotion, à regarder cet homme sur la toiture d'en face, comme si elle espérait le voir tomber d'une minute à l'autre. « Eh bien, bonsoir !» cria encore madame Boche. « Je ne veux pas vous déranger !» Coupeau se tourna, reprit le fer que Zidore lui tendait. Mais au moment où la concierge s'éloignait, elle aperçut sur l'autre trottoir Gervaise tenant Nana par la main. Elle relevait déjà la tête pour avertir le zingueur lorsque la jeune femme lui ferma la bouche d'un geste énergique. Et, à demi-voix, afin de n'être pas entendue là-haut, elle dit sa crainte. Elle redoutait, en se montrant tout d'un coup, de donner à son mari une secousse qui le précipiterait. En 4 ans, elle était allée le chercher une seule fois à son travail. Ce jour-là, c'était la seconde fois. Elle ne pouvait pas assister à ça, son sang ne faisait qu'un tour quand elle voyait son homme entre ciel et terre, à des endroits où les moineaux eux-mêmes ne se risquaient pas. « Sans doute, ce n'est pas agréable, » murmurait madame Boche. « Moi, le mien est ailleurs, je n'ai pas ces tremblements. »« Si vous saviez, dans les premiers temps, » dit encore Gervaise, « j'avais des frayeurs du matin au soir. Je le voyais toujours, la tête cassée, sur une civière. Maintenant, je n'y pense plus autant. On s'habitue à tout. Il faut bien que le pain se gagne. N'importe, c'est un pain joliment cher, car on y risque ses os plus souvent qu'à son tour. » Elle se tut, cachant Nana dans sa jupe, craignant un cri de la petite. Malgré elle, toute pâle, elle regardait. Justement, Coupeau soudait le bord extrême de la feuille près de la gouttière. Il se coulait le plus possible, ne pouvait atteindre le bout. Alors, il se risqua, avec ses mouvements ralentis des ouvriers, pleins d'aisance et de lourdeur. Un moment, il fut au-dessus du pavé, ne se tenant plus, tranquille, à son affaire. Et, d'en bas, sous le fer promené d'une main soigneuse, on voyait grésiller la petite flamme blanche de la soudure. Gervaise, muette, la gorge étranglée par l'angoisse, avait serré les mains, les élevait d'un geste machinal de supplication. Mais elle respira bruyamment. Coupeau venait de remonter sur le toit, sans se presser, en prenant le temps de cracher une dernière fois dans la rue. « On moucharde donc » cria-t-il gaiement en l'apercevant. « Elle a fait la bête, n'est-ce pas ? Madame Boche, elle n'a pas voulu appeler. Attends-moi, j'en ai encore pour 10 minutes. » Il lui restait à poser un chapiteau de cheminée, une bricole de rien du tout. La blanchisseuse et la concierge demeurèrent sur le trottoir, causant du quartier, surveillant Nana pour l'empêcher de barboter dans le ruisseau où elle cherchait des petits poissons. Et les 2 femmes revenaient toujours à la toiture, avec des sourires, des hochements de tête, comme pour dire qu'elles ne s'impatientaient pas. En face, la vieille n'avait pas quitté sa fenêtre, regardant l'homme, attendant. « Qu'est-ce qu'elle a donc à espionner, cette bique ?» dit madame Boche. « Une fichue mine !» Là-haut, on entendait la voix forte du zingueur chantant « Ah, qu'il fait donc bon cueillir la fraise !» Maintenant, penché sur son établi, il coupait son zinc en artiste. D'un tour de compas, il avait tracé une ligne, et il détachait un large éventail à l'aide d'une paire de cisailles cintrées. Puis, légèrement, au marteau, il ployait cet éventail en forme de champignon pointu. Zidore s'était remis à souffler la braise du réchaud. Le soleil se couchait derrière la maison dans une grande clarté rose, lentement pâlie, tournant au lilas tendre. Et, en plein ciel, à cette heure recueillie du jour, les silhouettes des 2 ouvriers, grandis démesurément, se découpaient sur le fond limpide de l'air, avec la barre sombre de l'établi et l'étrange profil du soufflet. Quand le chapiteau fut taillé, Coupeau jeta son appel. « Zidore, les fers !» Mais Zidore venait de disparaître. Le zingueur, en jurant, le chercha du regard, l'appela par la lucarne du grenier restée ouverte. Enfin, il le découvrit sur un toit voisin, à 2 maisons de distance. Le galopin se promenait, explorait les environs,
ses maigres cheveux blonds s'envolant au grand air, clignant les yeux en face de l'immensité de Paris. « Dis donc, la flâne, est-ce que tu te crois à la campagne ?» dit Coupeau furieux. « Tu es comme monsieur Béranger, tu composes des vers, peut-être. Veux-tu bien me donner les fers ? A-t-on jamais vu se balader sur les toits ? Amène-y ta connaissance tout de suite pour lui chanter des mamours. Veux-tu me donner les fers, sacrée andouille ?» Il souda, il cria à Gervaise. « Voilà, c'est fini, je descends. » Le tuyau auquel il devait adapter le chapiteau se trouvait au milieu du toit. Gervaise, tranquillisée, continuait à sourire en suivant ses mouvements. Nana, amusée tout d'un coup par la vue de son père, tapait dans ses petites mains. Elle s'était assise sur le trottoir pour mieux voir là-haut. « Papa, papa !» criait-elle de toute sa force. « Papa, regarde donc !» Le zingueur voulut se pencher, mais son pied glissa. Alors, brusquement, bêtement, comme un chat dont les pattes s'embrouillent, il roula, il descendit la pente légère de la toiture, sans pouvoir se rattraper. « Nom de Dieu !» dit-il d'une voix étouffée. Et il tomba. Son corps décrivit une courbe molle, tourna 2 fois sur lui-même, vint s'écraser au milieu de la rue avec le coup sourd d'un paquet de linge jeté de haut. Gervaise, stupide, la gorge déchirée d'un grand cri, resta les bras en l'air. Des passants accoururent, un attroupement se forma. Madame Boche, bouleversée, fléchissant sur ses jambes, prit Nana entre ses bras pour lui cacher la tête et l'empêcher de voir. Cependant, en face, la petite vieille, comme satisfaite, fermait tranquillement sa fenêtre. 4 hommes finirent par transporter Coupeau chez un pharmacien au coin de la rue des Poissonniers, et il demeura là près d'1 heure, au milieu de la boutique, sur une couverture, pendant qu'on était allé chercher un brancard à l'hôpital Lariboisière. Il respirait encore, mais le pharmacien avait des petits hochements de tête. Maintenant, Gervaise, à genoux par terre, sanglotait d'une façon continue, barbouillée de ses larmes, aveuglée, hébétée. D'un mouvement machinal, elle avançait les mains, tâtait les membres de son mari, très doucement. Puis, elle les retirait, en regardant le pharmacien qui lui avait défendu de toucher. Et elle recommençait quelques secondes plus tard, ne pouvant s'empêcher de s'assurer s'il restait chaud, croyant lui faire du bien. Quand le brancard arriva enfin et qu'on parla de partir pour l'hôpital, elle se releva en disant violemment « Non, non, pas à l'hôpital. Nous demeurons rue Neuve de la Goutte d'Or. » On eut beau lui expliquer que la maladie lui coûterait très cher si elle prenait son mari chez elle, elle répétait avec entêtement « Rue Neuve de la Goutte d'Or. Je montrerai la porte. Qu'est-ce que ça vous fait ? J'ai de l'argent. C'est mon mari, n'est-ce pas ? Il est à moi, je le veux. » Et l'on dut rapporter Coupeau chez lui. Lorsque le brancard traversa la foule qui s'écrasait devant la boutique du pharmacien, les femmes du quartier parlaient de Gervaise avec animation. Elle boitait, la matine, mais elle avait tout de même du chien. Bien sûr, elle sauverait son homme, tandis qu'à l'hôpital, les médecins faisaient passer l'arme à gauche aux malades trop détériorés, histoire de ne pas se donner l'embêtement de les guérir. Madame Boche, après avoir emmené Nana chez elle, était revenue et racontait l'accident avec des détails interminables, toute secouée encore d'émotion. « J'allais chercher un gigot, j'étais là, je l'ai vu tomber, répétait-elle. C'est à cause de sa petite. Il a voulu la regarder et patatras. Ah, Dieu de Dieu, je ne demande pas à en voir tomber un second. Il faut pourtant que j'aille chercher mon gigot. » Pendant 8 jours, Coupeau fut très bas. La famille, les voisins, tout le monde s'attendait à le voir tourner de l'œil d'un instant à l'autre. Le médecin, un médecin très cher qui se faisait payer 100 sous la visite, craignait des lésions intérieures. Et ce mot effrayait beaucoup. On disait dans le quartier que le zingueur avait eu le cœur décroché par la secousse. Seule, Gervaise, pâlie par les veilles, sérieuse, résolue, haussait les épaules. Son homme avait la jambe droite cassée.
Ça, tout le monde le savait. On la lui remettrait, voilà tout. Quant au reste, au cœur décroché, ce n'était rien. Elle le lui raccrocherait, son cœur. Elle savait comment les cœurs se raccrochent, avec des soins, de la propreté, une amitié solide. Et elle montrait une conviction superbe, certaine de le guérir, rien qu'à rester autour de lui et à le toucher de ses mains dans les heures de fièvre. Elle ne douta pas une minute. Toute une semaine, on la vit sur ses pieds, parlant peu, recueillie dans son entêtement de le sauver, oubliant les enfants, la rue, la ville entière. Le 9e jour, le soir où le médecin répondit enfin du malade, elle tomba sur une chaise, les jambes molles, l'échine brisée, tout en larmes. Cette nuit-là, elle consentit à dormir 2 heures, la tête posée sur le pied du lit. L'accident de Coupeau avait mis la famille en l'air. Madame Coupeau passait les nuits avec Gervaise, mais dès 9 heures, elle s'endormait sur sa chaise. Chaque soir, en rentrant du travail, Madame Lerat faisait un grand détour pour prendre des nouvelles. Les Lorilleux étaient d'abord venus 2 et 3 fois par jour, offrant de veiller, apportant même un fauteuil pour Gervaise. Puis, des querelles n'avaient pas tardé à s'élever sur la façon de soigner les malades. Madame Lorilleux prétendait avoir sauvé assez de gens dans sa vie pour savoir comment il fallait s'y prendre. Elle accusait aussi la jeune femme de la bousculer, de l'écarter du lit de son frère. Bien sûr, la Bamban avait raison de vouloir quand même guérir Coupeau, car enfin, si elle n'était pas allée le déranger rue de la Nation, il ne serait pas tombé. Seulement, de la manière dont elle l'accommodait, elle était certaine de l'achever. Lorsqu'elle vit Coupeau hors de danger, Gervaise cessa de garder son lit avec autant de rudesse jalouse. Maintenant, on ne pouvait plus le lui tuer, et elle laissait approcher les gens sans méfiance. La famille s'étalait dans la chambre. La convalescence devait être très longue. Le médecin avait parlé de 4 mois. Alors, pendant les longs sommeils du zingueur, les Lorilleux traitèrent Gervaise de bête. Ça l'avançait beaucoup d'avoir son mari chez elle. À l'hôpital, il se serait remis sur pied 2 fois plus vite. Lorilleux aurait voulu être malade, attraper un bobo quelconque pour lui montrer s'il hésiterait une seconde à entrer à la Riboisière. Madame Lorilleux connaissait une dame qui en sortait. Eh bien, elle avait mangé du poulet matin et soir. Et tous deux, pour la 20e fois, refaisaient le calcul de ce que coûteraient au ménage les 4 mois de convalescence. D'abord les journées de travail perdues, puis le médecin, les remèdes, et plus tard le bon vin, la viande saignante. Si les Coupeaux croquaient seulement leurs 4 sous d'économie, ils devraient s'estimer fièrement heureux. Mais ils s'endetteraient. C'était à croire. Oh, ça les regardait. Surtout, ils n'avaient pas à compter sur la famille, qui n'était pas assez riche pour entretenir un malade chez lui. Tant pis pour la Bamban, n'est-ce pas? Elle pouvait bien faire comme les autres, laisser porter son homme à l'hôpital. Ça la complétait d'être une orgueilleuse. Un soir, Madame Lorilleux eut la méchanceté de lui demander brusquement. « Eh bien, et votre boutique, quand la louez-vous » ? « Oui, ricana Lorilleux, le concierge vous attend encore. » Gervaise resta suffoquée. Elle avait complètement oublié la boutique. Mais elle voyait la joie mauvaise de ces gens à la pensée que désormais la boutique était flambée. Dès ce soir-là, en effet, ils guettèrent les occasions pour la plaisanter sur son rêve tombé à l'eau. Quand on parlait d'un espoir irréalisable, ils renvoyaient la chose au jour où elle serait patronne, dans un beau magasin, donnant sur la rue. Et, derrière elle, c'étaient des gorges chaudes. Elle ne voulait pas faire d'aussi vilaines suppositions, mais, en vérité, les Lorilleux avaient l'air maintenant d'être très contents de l'accident de Coupeau, qui l'empêchait de s'établir blanchisseuse rue de la Goutte d'Or. Alors, elle-même voulut rire et leur montrer combien elle sacrifiait volontiers l'argent pour la guérison de son mari. Chaque fois qu'elle prenait en leur présence le livret de la caisse d'épargne, sous le globe de la pendule, elle disait gaiement « Je sors, je vais louer ma boutique !» Elle n'avait pas voulu retirer l'argent tout d'une fois. Elle le redemandait par 100 francs pour ne pas garder un si gros tas de pièces dans sa commode. Puis,
Elle espérait vaguement quelque miracle, un rétablissement brusque qui leur permettrait de ne pas déplacer la somme entière. À chaque course à la caisse d'épargne, quand elle rentrait, elle additionnait sur un bout de papier l'argent qu'ils avaient encore là-bas. C'était uniquement pour le bon ordre. Le trou avait beau se creuser dans la monnaie, elle tenait, de son air raisonnable, avec son tranquille sourire, les comptes de cette débâcle de leurs économies. N'était-il pas déjà une consolation d'employer si bien cet argent, de l'avoir eu sous la main au moment de leur malheur ? Et, sans un regret, d'une main soigneuse, elle replaçait le livret derrière la pendule, sous le globe. Les Goujet se montrèrent très gentils pour Gervaise pendant la maladie de Coupeau. Madame Goujet était à son entière disposition. Elle ne descendait pas une fois sans lui demander si elle avait besoin de sucre, de beurre, de sel. Elle lui offrait toujours le premier bouillon les soirs où elle mettait un pot au feu. Même si elle la voyait trop occupée, elle soignait sa cuisine, lui donnait un coup de main pour la vaisselle. Goujet, chaque matin, prenait les seaux de la jeune femme, allait les emplir à la fontaine de la rue des Poissonniers. C'était une économie de 2 sous. Puis, après le dîner, quand la famille n'envahissait pas la chambre, les Goujet venaient tenir compagnie au Coupeau. Pendant 2 heures, jusqu'à 10 heures, le forgeron fumait sa pipe, en regardant Gervaise tourner autour du malade. Il ne disait pas 10 paroles de la soirée. Sa grande face blonde enfoncée entre ses épaules de colosse, il s'attendrissait à la voir verser de la tisane dans une tasse, remuer le sucre sans faire de bruit avec la cuillère. Lorsqu'elle bordait le lit et qu'elle encourageait Coupeau d'une voix douce, il restait tout secoué. Jamais il n'avait rencontré une aussi brave femme. Ça ne lui allait même pas mal de boiter, car elle en avait plus de mérite encore à se décarcasser tout le long de la journée auprès de son mari. On ne pouvait pas dire, elle ne s'asseyait pas un quart d'heure, le temps de manger. Elle courait sans cesse chez le pharmacien, mettait son nez dans des choses pas propres, se donnait un mal du tonnerre pour tenir en ordre cette chambre où l'on faisait tout. Avec ça, pas une plainte, toujours aimable, même les soirs où elle dormait debout, les yeux ouverts, tant elle était lasse. Et le forgeron, dans cet air de dévouement, au milieu des drogues traînant sur les meubles, se prenait d'une grande affection pour Gervaise, à la regarder ainsi aimer et soigner Coupeau de tout son cœur. « Hein, mon vieux, te voilà recollé, dit-il un jour au convalescent. Je n'étais pas en peine, ta femme est le bon Dieu. » Lui devait se marier. Du moins, sa mère avait trouvé une jeune fille très convenable, une dentelière comme elle, qu'elle désirait vivement lui voir épouser. Pour ne pas la chagriner, il disait oui, et la noce était même fixée au 1er jour de septembre. L'argent de l'entrée en ménage dormait depuis longtemps à la caisse d'épargne. Mais il hochait la tête quand Gervaise lui parlait de ce mariage. Il murmurait de sa voix lente. « Toutes les femmes ne sont pas comme vous, Madame Coupeau. Si toutes les femmes étaient comme vous, on en épouserait 10. » Cependant, Coupeau, au bout de 2 mois, put commencer à se lever. Il ne se promenait pas loin, du lit à la fenêtre, et encore soutenu par Gervaise. Là, il s'asseyait dans le fauteuil des Lorilleux, la jambe droite allongée sur un tabouret. Ce blagueur, qui allait rigoler des pattes cassées les jours de verglas, était très vexé de son accident. Il manquait de philosophie. Il avait passé ces 2 mois dans le lit à jurer, à faire enrager le monde. Ce n'était pas une existence, vraiment, de vivre sur le dos avec une quille ficelée et raide comme un saucisson. Ah, il connaîtrait le plafond, par exemple. Il y avait une fente au coin de l'alcôve qu'il aurait dessinée les yeux fermés. Puis, quand il s'installa dans le fauteuil, ce fut une autre histoire. Est-ce qu'il resterait longtemps cloué là, pareil à une momie ? La rue n'était pas si drôle, il n'y passait personne. Ça puait l'eau de Javel toute la journée. Non, vrai, il se faisait trop vieux. Il aurait donné 10 ans de sa vie pour savoir seulement comment se portaient les fortifications.
et il revenait toujours à des accusations violentes contre le sort. Ça n'était pas juste, son accident. Ça n'aurait pas dû lui arriver, à lui, un bon ouvrier, pas fainéant, pas soulard. À d'autres, peut-être, il l'aurait compris. Le papa Coupeau, disait-il, s'est cassé le cou, un jour de ribote. Je ne puis pas dire que c'était mérité, mais enfin, la chose s'expliquait. Moi, j'étais à jeun, tranquille comme Baptiste, sans une goutte de liquide dans le corps, et voilà que je dégringole en voulant me tourner pour faire une risette à Nana. Vous ne trouvez pas ça trop fort ? S'il y a un bon Dieu, il arrange drôlement les choses. Jamais je n'avalerai ça. Et, quand les jambes lui revinrent, il garda une sourde rancune contre le travail. C'était un métier de malheur, de passer ses journées comme les chats le long des gouttières. Eux, pas bêtes, les bourgeois, ils vous envoyaient à la mort, bien trop poltrons pour se risquer sur une échelle, s'installant solidement au coin de leur feu et se fichant du pauvre monde. Et il en arrivait à dire que chacun aurait dû poser son zinc sur sa maison. Dame, en bonne justice, on devait en venir là. Si tu ne veux pas être mouillé, mets-toi à couvert. Puis, il regrettait de ne pas avoir appris un autre métier, plus joli et moins dangereux, celui d'ébéniste, par exemple. Ça, c'était encore la faute du père Coupeau. Les pères avaient cette bête d'habitude de fourrer quand même les enfants dans leur partie. Pendant 2 mois encore, Coupeau marcha avec des béquilles. Il avait d'abord pu descendre dans la rue, fumer une pipe devant la porte. Ensuite, il était allé jusqu'au boulevard extérieur, se traînant au soleil, restant des heures assis sur un banc. La gaieté lui revenait, son bas goût d'enfer s'aiguisait dans ses longues flâneries. Et il prenait là, avec le plaisir de vivre, une joie à ne rien faire, les membres abandonnés, les muscles glissant à un sommeil très doux. C'était comme une lente conquête de la paresse qui profitait de sa convalescence pour entrer dans sa peau et l'engourdir en le chatouillant. Il revenait bien portant, goguenard, trouvant la vie belle, ne voyant pas pourquoi ça ne durerait pas toujours. Lorsqu'il put se passer de béquilles, il poussa ses promenades plus loin, courut les chantiers pour revoir les camarades. Il restait les bras croisés en face des maisons en construction, avec des ricanements, des hochements de tête. Et il blaguait les ouvriers qui trimaient. Il allongeait sa jambe pour leur montrer où ça menait de s'esquinter le tempérament. Ces stations gouailleuses, devant la besogne des autres, satisfaisaient sa rancune contre le travail. Sans doute, il s'y remettrait, il le fallait bien, mais ce serait le plus tard possible. Oh, il était payé pour manquer d'enthousiasme. Puis, ça lui semblait si bon de faire un peu la vache. Les après-midi où Coupeau s'ennuyait, il montait chez les Lorilleux. Ceux-ci le plaignaient beaucoup, l'attiraient par toutes sortes de prévenances aimables. Dans les premières années de son mariage, il leur avait échappé grâce à l'influence de Gervaise. Maintenant, il le reprenait, en le plaisantant sur la peur que lui causait sa femme. Il n'était donc pas un homme ? Pourtant, les Lorilleux montraient une grande discrétion, célébraient d'une façon outrée les mérites de la blanchisseuse. Coupeau, sans se disputer encore, jurait à celle-ci que sa sœur l'adorait et lui demandait d'être moins mauvaise pour elle. La première querelle du ménage, un soir, était venue au sujet d'Étienne. Le zingueur avait passé l'après-midi chez les Lorilleux. En rentrant, comme le dîner se faisait attendre et que les enfants criaient après la soupe, il s'en était pris brusquement à Étienne, lui envoyant une paire de calottes soignées. Et, pendant 1 heure, il avait ronchonné. Ce mioche n'était pas à lui. Il ne savait pas pourquoi il le tolérait dans la maison. Il finirait par le flanquer à la porte. Jusque-là, il avait accepté le gamin sans tant d'histoire. Le lendemain, il parlait de sa dignité. 3 jours après, il lançait des coups de pied au derrière du petit, matin et soir, si bien que l'enfant, quand il l'entendait monter, se sauvait chez les Goujet, où la vieille dentelière lui gardait un coin de la table pour faire ses devoirs. Gervaise, depuis longtemps, s'était remise au travail.
Elle n'avait plus la peine d'enlever et de replacer le globe de la pendule. Toutes les économies se trouvaient mangées. Et il fallait piocher dur, piocher pour 4, car ils étaient 4 bouches à table. Elle seule nourrissait tout ce monde. Quand elle entendait les gens la plaindre, elle excusait vite Coupeau. Pensez donc, il avait tant souffert, ce n'était pas étonnant si son caractère prenait de l'aigreur. Mais ça passerait avec la santé. Et si on lui laissait entendre que Coupeau semblait solide à présent, qu'il pouvait bien retourner au chantier, elle se récriait. Non, non, pas encore. Elle ne voulait pas l'avoir de nouveau au lit. Elle savait bien ce que le médecin lui disait, peut-être. C'était elle qui l'empêchait de travailler en lui répétant chaque matin de prendre son temps, de ne pas se forcer. Elle lui glissait même des pièces de 20 sous dans la poche de son gilet. Coupeau acceptait ça comme une chose naturelle. Il se plaignait de toutes sortes de douleurs pour se faire dorloter. Au bout de 6 mois, sa convalescence durait toujours. Maintenant, les jours où il allait regarder travailler les autres, il entrait volontiers boire un canon avec les camarades. Tout de même, on n'était pas mal chez le marchand de vin. On rigolait, on restait là 5 minutes. Ça ne déshonorait personne. Les poseurs seuls affectaient de crever de soif à la porte. Autrefois, on avait bien raison de le blaguer, attendu qu'un verre de vin n'a jamais tué un homme. Mais il se tapait la poitrine en se faisant un honneur de ne boire que du vin. Toujours du vin, jamais de l'eau-de-vie. Le vin prolongeait l'existence, n'indisposait pas, ne saoulait pas. Pourtant, à plusieurs reprises, après des journées de désœuvrement, passées de chantier en chantier, de cabaret en cabaret, il était rentré éméché. Gervaise, ces jours-là, avait fermé sa porte en prétextant elle-même un gros mal de tête pour empêcher les goujets d'entendre les bêtises de Coupeau. Peu à peu, cependant, la jeune femme s'attrista. Matin et soir, elle allait, rue de la Goutte d'Or, voir la boutique qui était toujours à louer. Et elle se cachait, comme si elle commettait un enfantillage indigne d'une grande personne. Cette boutique recommençait à lui tourner la tête. La nuit, quand la lumière était éteinte, elle trouvait à y songer, les yeux ouverts, le charme d'un plaisir défendu. Elle faisait de nouveau ses calculs. 250 francs pour le loyer, 150 francs d'outils et d'installation, 100 francs d'avance afin de vivre 15 jours. En tout, 500 francs, au chiffre le plus bas. Si elle n'en parlait pas tout haut, continuellement, c'était de crainte de paraître regretter les économies mangées par la maladie de Coupeau. Elle devenait toute pâle souvent, ayant failli laisser échapper son envie, rattrapant sa phrase avec la confusion d'une vilaine pensée. Maintenant, il faudrait travailler 4 ou 5 années avant d'avoir mis de côté une si grosse somme. Sa désolation était justement de ne pouvoir s'établir tout de suite. Elle aurait fourni aux besoins du ménage, sans compter sur Coupeau en lui laissant des mois pour reprendre goût au travail. Elle se serait tranquillisée, certaine de l'avenir, débarrassée des peurs secrètes dont elle se sentait prise parfois lorsqu'il revenait très gai, chantant, racontant quelques bonnes farces de cet animal de mébotte auquel il avait payé 1 litre. Un soir, Gervaise, se trouvant seule chez elle, Goujet entra et ne se sauva pas comme à son habitude. Il s'était assis, il fumait en la regardant. Il devait avoir une phrase grave à prononcer. Il la retournait, la mûrissait, sans pouvoir lui donner une forme convenable. Enfin, après un gros silence, il se décida. Il retira sa pipe de la bouche pour dire tout d'un trait. « Madame Gervaise, voudriez-vous me permettre de vous prêter de l'argent ?» Elle était penchée sur un tiroir de sa commode, cherchant des torchons. Elle se releva, très rouge. Il l'avait donc vue, le matin, rester en extase devant la boutique pendant près de 10 minutes. Lui souriait d'un air gêné, comme s'il avait fait là une proposition blessante. Mais elle refusa vivement. Jamais elle n'accepterait de l'argent sans savoir quand elle pourrait le rendre.
Puis, il s'agissait vraiment d'une trop forte somme. Et, comme il insistait, consternée, elle finit par crier. « Mais votre mariage! Je ne puis pas prendre l'argent de votre mariage, bien sûr !»« Oh, ne vous gênez pas, » répondit-il en rougissant à son tour. « Je ne me marie plus. Vous savez, une idée. Vrai, j'aime mieux vous prêter l'argent. » Alors, tous deux baissèrent la tête. Il y avait entre eux quelque chose de très doux qu'ils ne disaient pas, et Gervaise accepta. Goujet avait prévenu sa mère. Ils traversèrent le palier, allèrent la voir tout de suite. La dentelière était grave, un peu triste, son calme visage penché sur son tambour. Elle ne voulait pas contrarier son fils, mais elle n'approuvait plus le projet de Gervaise. Et elle dit nettement pourquoi. Coupeau tournait mal. Coupeau lui mangerait sa boutique. Elle ne pardonnait surtout point aux zingueurs d'avoir refusé d'apprendre à lire pendant sa convalescence. Le forgeron s'était offert pour lui montrer, mais l'autre l'avait envoyé dinguer en accusant la science de maigrir le monde. Cela avait presque fâché les deux ouvriers. Ils allaient chacun de son côté. D'ailleurs, madame Goujet, en voyant les regards suppliants de son grand enfant, se montra très bonne pour Gervaise. Il fut convenu qu'on prêterait 500 francs aux voisins. Il les rembourserait en donnant chaque mois un acompte de 20 francs. Ça durerait ce que ça durerait. « Dis donc, le forgeron te fait de l'œil ?» s'écria Coupeau en riant quand il apprit l'histoire. « Oh, je suis bien tranquille, il est trop godiche. On le lui rendra, son argent. Mais vrai, s'il avait affaire à de la fripouille, il serait joliment jobardé. » Dès le lendemain, les Coupeau louèrent la boutique. Gervaise courut toute la journée de la rue Neuve à la rue de la Goutte d'Or. Dans le quartier, à la voir passer ainsi, légère, ravie au point de ne plus boiter, on racontait qu'elle avait dû se laisser faire une opération.